Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur vk.fr pour cette nouvelle webconférence. Webconférence aujourd'hui en partenariat avec la DGCF, l'association des dirigeants et dirigeantes des territoires. L'association vient de publier une étude consacrée aux dynamiques innovantes de coopération et de mutualisation déployées au sein du bloc local, du point de vue de l'organisation et du management des ressources humaines, qui a pour titre Administration locale partagée, rêve organisationnel ou cauchemar technocratique. Alors, cette étude a déjà été relayée et commentée ici et là dans la presse spécialisée, il y a encore sur vk.fr notamment. Elle est le fruit d'un travail de terrain important effectué au préalable auprès de 9 territoires de taille et de densité différentes qui pratiquent déjà, chacun à leur façon, une administration locale partagée. Tous ces territoires ont, dans tous les cas, identifié les enjeux de ressources humaines comme étant des moteurs de développement et d'attractivité. Au final, cette étude propose 10 préconisations opérationnelles visant à faire du management des ressources humaines la pierre angulaire des coopérations locales sur un territoire mutualisé. Pour vous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Dominique Garnier, DGS de la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres, en pays nantais. Vous êtes secrétaire général de l'association en charge du management des ressources humaines. Et Monsieur Mathieu Chartron, DGS de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais et auteur de l'étude qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour à tous deux et merci d'être parmi nous. Au cours de cette webconférence, vous pouvez poser vos questions en direct à nos intervenants via la fenêtre chattée qui se trouve à droite de votre écran dans l'interface de notre logiciel de diffusion GoToWebinar. Profitez donc pleinement de ce moyen d'interaction et d'échange. Je remercie quant à moi vivement la DGCF et salue chaleureusement les organisateurs de ce rendez-vous, David, Katia, Marie-Agnès en particulier, ainsi bien sûr que nos deux intervenants présents aujourd'hui. Merci pour la confiance accordée à VK dans l'organisation de cet événement et de faire ainsi vivre pleinement notre partenariat. Nous en sommes très honorés et très heureux. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne conférence. Cher Dominique, je vous laisse la main, c'est à vous. Merci Julien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce webinaire pour vous présenter ce travail important pour notre association dont nous avons malheureusement différé la présentation de quelques mois compte tenu du contexte que vous connaissez. Alors, on a un temps assez court, donc je vais très vite donner la parole à Mathieu, mais permettez-moi d'abord de replacer un peu ce travail dans son contexte. Rappelez que la DGCF en 2016 avait mené une enquête auprès de ses adhérents sur l'avenir du statut, qui débouchait à une position assez claire qui était de dire que 90% des adhérents ne souhaitaient pas la disparition pure et simple du statut, mais par contre en souhaitaient sa profonde modernisation. À l'époque, la parution du livre blanc de Philippe Laurent, Demain la fonction publique territoriale, les profondes mutations territoriales impulsées par les lois MATPAM et nôtres, ainsi que les diverses expérimentations de mutualisation de services sur les territoires menées pendant ces périodes 2010-2019, semblaient annoncer que c'était le moment choisi pour amorcer un vrai changement de paradigme dans la perception de nos organisations territoriales. Ainsi, en 2017, notre association, s'est prononcée en faveur de l'expérimentation et du modèle conceptuel dit d'administration locale unique. Ce modèle expérimenté sur certains territoires français avait pour vocation de faire de l'intercommunalité l'employeur unique de l'ensemble des agents du périmètre intercommunal. Bon, les objectifs derrière de ce modèle étaient louables quand ils étaient de plusieurs ordres. Le premier, le développement des territoires à leur niveau d'administration afin d'améliorer l'ingénierie sur ces territoires, l'amélioration pour les agents territoriaux spécifiquement et leur bien-être ensuite afin de sécuriser leur carrière, de permettre leur évolution professionnelle. Enfin, des objectifs d'efficience pour simplifier et professionnaliser la gestion des ressources humaines d'un territoire. Toutefois, sur cette notion d'administration locale unique, les questionnements et les craintes étaient nombreux, restaient très importants. Je n'en relèverai que quelques-uns, sachant que dans le rapport produit par Mathieu, ils sont exhaustifs. Donc quelques-uns, un sentiment, première chose, on notait des sentiments réels ou fantasmés de déposition des communes, des fonctions RH jugées stratégiques,
quelquefois l'impression que la souplesse et la réactivité de l'administration municipale seraient ainsi sacrifiées sur l'autel de la structure bureaucratique de l'intercommunalité. Voilà quelques exemples qui montraient les réticences sur ce type de modèle. Notre réflexion alors a mûri, alors plutôt que de rester sur ce concept d'administration locale unique. En 2019, notre président Pascal Fourtoul a annoncé à l'Assemblée générale le lancement d'une étude sur un concept novateur d'administration locale partagée. Moins radical, je dirais que ce concept répond sans doute mieux aux réalités des territoires qui sont engagés dans des politiques de collaboration et de co-construction avec les communes et les acteurs locaux. La DGCF s'est placée à cette époque dans la droite ligne de son travail, dénommé pour un aggiornamento de l'action publique locale, dans une posture, je dirais, d'innovation et d'accompagnement des grandes mutations sociétales et territoriales sur lesquelles on travaille depuis de nombreuses années dans notre association. Ainsi, et sans remettre en cause, je dirais, le bien fondé de sa démarche, notre association a souhaité opérer un véritable travail de fond qui consistait notamment à permettre à l'association et à ses membres de qualifier, catégoriser le ou les concepts d'administration locale partagée par la prise d'exemples vécus et représentatifs des différents choix effectués par les différents territoires. Et à partir de là, de définir une politique de communication et de lobbying de ce modèle et en imaginer la promotion auprès de tous ceux qui pourraient être intéressés par ce modèle. Et notamment, je pense qu'à l'époque où on va discuter de la loi 4D, je pense que ce travail-là méritera en effet d'être partagé dans ce concept. Ainsi, pour travailler sur ce concept, on a confié donc une étude au cabinet Agora. Donc Mathieu Chartron faisait partie de ce cabinet. Il est revenu maintenant dans l'intercommunalité, mais à l'époque, il avait fait relevé ce challenge de travailler dans le privé. Et donc, il a conduit cette étude-là avec deux objectifs: diagnostiquer si de telles organisations existent d'ores et déjà en France et en étudier le fonctionnement. Et enfin, en conceptualiser le modèle. Et c'est ce que je vais vous demander de lui présenter en insistant particulièrement sur les différentes préconisations qu'il a fait à la fin de son rapport. Je te laisse la parole, Mathieu, et puis ensuite, nous aurons une partie donc vous êtes amené à poser des questions et j'animerai le débat avec Mathieu et moi. Merci, Mathieu, à toi. Merci beaucoup, Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Donc, effectivement, Dominique a fait une présentation complète et exhaustive, un petit peu de la genèse de l'étude, qu'effectivement, j'ai pu mener dans une vie antérieure, puisque j'avais monté un cabinet conseil. Mais mon aventure dans le privé pourra faire l'objet d'une autre présentation VK s'il le souhaite. L'administration locale unique, au départ, est partie peut-être d'un constat extrêmement louable de la part de l'association en 2019. Louable parce que cette administration locale unifiée, dont le but était de confier à l'Interco la gestion des ressources humaines d'un territoire, donc sur un bloc local, faisait preuve d'une certaine bienveillance envers les personnels, d'une certaine recherche d'efficience, de rationalisation, etc. Mais on s'est vite rendu compte que les modèles étaient plus complexes que cela et que ça donnait peut-être un côté arrogant à l'Interco et qu'il y avait peut-être effectivement autre chose à étudier. L'association a fait le choix de mener une étude pragmatique et de terrain. C'est un petit peu sa marque de fabrique que j'ai pu mener donc de fin 2019. L'étude a été lancée en tout début novembre jusqu'en février, avec un rendu qui avait eu lieu le 31 janvier, à une époque où on commençait à peine à parler d'un virus dans les confins de l'Asie du Sud-Est, depuis de l'eau à passer sous les ponts. J'ai eu donc la chance de mener cette étude en réalisant une trentaine d'entretiens et en interrogeant un panel de territoires diversifiés, de rendre donc cette première phase le 30 janvier et puis donc en octobre 2020 pour la phase définitive. L'idée de la DGCF, ça a été vraiment de mener une étude pragmatique en partant du territoire. Je crois que c'est la marque de fabrique de l'association. L'idée, ça a été de choisir, de sélectionner 9 territoires qui nous sont semblés représentatifs de la diversité des territoires métropolitains, donc
diversité au niveau de la démographie, de la population, du nombre de communes, des territoires, si possible, emblématiques, de formes de mutualisation poussées et là aussi variées, on le verra, et puis des territoires révélateurs de formes institutionnelles différentes, entre des territoires marqués par une ville-centre forte pour certains, des territoires très homogènes pour d'autres dans le nombre de leurs communes, et des territoires parfois qui ont choisi des voies plus novatrices, plus fortes, beaucoup plus intégratrices, comme par exemple les communes nouvelles. Ces 9 territoires, ils ont été classés les premiers en territoire de coopération. Donc, on peut dire que l'innovation administrative a été mise au service de territoires homogènes. Je passe un petit peu de temps là-dessus, vous verrez un petit peu la diversité des territoires qui ont été interrogés. Dans chacun des territoires, dans chacun des 3 séries, on a essayé de sélectionner un territoire plutôt à dominante urbaine, un territoire à dominante plutôt rurale et un territoire à dominante périurbaine. Vous voyez ici le Sicoval, communauté d'agglomération de l'Est toulousain, territoire plutôt homogène mais extrêmement urbain à l'est de Toulouse. La Comcom Mademoiselle, territoire rural aux confins de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Et puis l'agglomération Loire-Forêt, dans la Loire, 88 communes, territoire XXL, 2 villes-centres de 15 000 habitants et un nombre important de communes extrêmement rurales. Ces 3 territoires-là, au-delà de leurs différences fortes, hein, vous le voyez, ont mis en place des solutions relativement analogues de coopération. On y reviendra sous des formes un petit peu expérimentales, diversifiées, en essayant de prôner des relations fortes entre communes et communautés et de relations donc de collaboration extrêmement intéressantes. 3 autres territoires, là aussi très différents au niveau de leur population, qui sont partis sur un modèle beaucoup plus unifié, relativement classique en fin de compte maintenant, souvent sur la base d'une ville-centre, mais on verra, ce n'est pas forcément toujours le cas. Ici, l'exemple de la métropole de Strasbourg, communauté urbaine historique et pionnière de l'administration unifiée entre ville-centre et intercommunalité, puisque c'est dès 1971 qu'à l'époque, Pierre Fimelin décide de mettre en place une administration unique entre la ville et l'interco. Le Grand Verdun, qu'on connaît bien parce que c'est un recordman de France de l'intégration, avec un CIF, un coefficient d'intégration fiscale extrêmement élevé, donc signe d'une très forte intégration, et qui depuis le 1er janvier 2020, et c'est très peu connu, est un des rares exemples d'administration locale unique en France, puisque l'ensemble des agents de l'ensemble des communes membres de l'agglomération est employé par l'agglomération et remis à disposition des communes, avec un DGS unique pour l'ensemble des communes. Et puis, un dernier exemple qui bat en brèche un peu l'idée de ville-centre, là, la mise en place d'une administration unifiée au niveau de l'interco, avec comme point de départ le refus de la ville-centre, à l'époque, hein, le refus de la ville-centre de partir sur une administration unifiée et donc une intercommunalité qui s'organise en mettant en place une gestion en service commun hors ville-centre, avec un mode d'organisation assez innovant et assez intéressant. Et puis, 3e série d'exemples qui a, là, pour le coup, renversé un petit peu la table et battu en brèche un certain nombre d'idées. Ce sont des collectivités qui ont décidé de changer la donne, qui ont fait des choix institutionnels, pour le coup, qui ont été radicaux et qui ont bousculé des représentations territoriales. 3 cas, là aussi, on a essayé de garder le côté rural avec Charny-Auré-de-Puisé, donc dans l'Yonne, une communauté de communes qui au départ a fait le choix d'une administration locale unique avec un employeur local unique sur 14 communes. Ça a tellement si bien marché qu'au bout d'une dizaine d'années, cette Comcom s'est transformée elle-même en commune nouvelle. L'exemple édifiant, intéressant, un peu unique de Mauges Communauté, on y reviendra très rapidement, 120 communes qui décident de se transformer en 6 communes nouvelles pour former à L6 une commune d'agglo sur 120 000 habitants. Donc un exemple assez radical de réorganisation territoriale et des impacts très forts en matière de ressources humaines. Et puis l'exemple d'Annecy, là aussi connu, plus grande commune nouvelle de France, que j'ai
eu moins le loisir d'étudier, je l'avoue, puisque en fait, il y a eu le drame de l'incendie de la mairie d'Annecy, pour ceux qui s'en souviennent, juste au moment de l'étude. Donc là, ça a été uniquement documentaire. Voilà, donc 9 territoires très différents, des choix radicalement opposés, mais on verra des ambitions et des objectifs communs en matière de ressources humaines, et c'est ça qui est intéressant. On peut les classer sur ce type de tableau, donc 3 territoires à vocation rurale, Charny, Morbihan, Mademoiselle, avec pour certains des orientations très fortes en matière d'intégration jusqu'à la commune nouvelle. Pour d'autres, des choix juste collaboratifs, on va dire, plus diversifiés. Donc 3 territoires ruraux, 3 territoires périurbains et 3 territoires urbains. Voilà un petit peu les territoires que je me suis attaché un petit peu à étudier, à questionner en me déplaçant au sein de l'ensemble de ces territoires-là, sauf Morbihan et Annecy, mais en ayant à chaque fois des échanges fournis avec les élus, les techniciens, et sur la base de documents extrêmement intéressants. D'ailleurs, je les remercie tous. Ce qui est intéressant, et c'est là où on a commencé un peu à se forger une idée au niveau de la DGCF, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec des choix institutionnels très différents, des choix techniques très différents, ces territoires poursuivaient des buts analogues. Ils poursuivaient des buts analogues en utilisant déjà des moyens très diversifiés. La première idée, ça a été pour eux de faire preuve d'un pragmatisme total dans les outils et les modes de gestion. En fait, on se rend compte que le CGCT, le Code général des collectivités, comprend un nombre d'outils qui est devenu extrêmement important, peut-être trop, on verra que c'est une des préconisations de l'étude, et qu'en tout cas, il permet énormément d'innovation, d'expérimentation en matière de collaboration au sein des territoires. Ici, l'exemple de Centre Morbihan Communauté, le service commun Orville-Centre, l'exemple de la Comcom Mademoiselle, avec là aussi des prestations de services, des services communs pour les secrétariats de mairie, des services espaces verts en milieu rural, extrêmement intéressants. Ça, c'est au niveau des moyens. Au niveau des buts, c'est là au niveau RH également extrêmement intéressant, c'est que ces territoires-là avaient des buts communs. Premier but, c'était donc partager la gestion des ressources humaines pour anticiper les évolutions institutionnelles. Ils ont considéré, la plupart d'entre eux, on peut parler de Strasbourg, on peut parler de Charny-Auray-de-Puisay, qu'il fallait partager cette fonction RH et que le fait de partager cette fonction RH entre communes et communautés permettait de faciliter les évolutions institutionnelles du territoire et ses enjeux stratégiques. Donc, c'est une recherche d'efficacité, de montée en expertise des agents et chercher à démystifier un petit peu les écarts, les problématiques entre des agents qui relèveraient de la commune et des agents qui relèveraient de la communauté pour les faire adhérer aux mêmes enjeux, on va dire, politiques et institutionnels. L'exemple de Charny en milieu très rural est extrêmement intéressant avec cette Comcom qui devient employeur local unique, qui se transforme une quinzaine d'années plus tard en commune nouvelle et avec des agents qui sont devenus en fait les moteurs réellement de cette transformation, c'est ce que les élus du territoire m'ont confirmé. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la collaboration. Je pense que ça reste un enjeu très fort du mandat. C'est adopter une relation commune-communauté exemplaire pour éviter les modèles condescendants, excusez-moi du terme, et déresponsabilisants. L'idée, on le voit sur Sicoval, on le voit sur Loire-Forêt Agglomération, c'est d'arriver à un niveau de collaboration extrêmement fort entre les cadres des communes, les cadres de l'agglomération, c'est faire participer au sein d'instances techniques les cadres de l'agglo aux décisions de l'interco. Et donc, c'est arriver là aussi à trouver du sens en commun. Il y a même des territoires, on peut citer Loire-Forêt par exemple, qui payent les communes pour que les cadres des communes puissent participer au comité de direction de l'intercommunalité. Donc, des choses assez intéressantes. Et on cherche vraiment à responsabiliser les cadres communaux et à leur donner un rôle dans la construction de l'intercommunalité en considérant que les anciennes chapelles entre communes et communautés n'avaient plus lieu d'être. C'est l'idée vraiment du destin commun. Troisième enjeu, et c'est un enjeu là aussi à la fois économique, mais pas uniquement, c'est un enjeu de bienveillance managériale, c'est un enjeu d'efficacité et d'efficience, c'est parvenir, et tous les territoires l'ont recherché avec des solutions différentes,
un seuil d'efficience et d'efficacité minimale d'une DRH. Et ça, on s'en est rendu compte dans l'ensemble des territoires. On le sait bien, je pense, pour la plupart d'entre nous, que on a fixé, vous le verrez dans les propositions, vous l'avez peut-être déjà lu et vu, un seuil minimal de gestion des ressources humaines, en deçà duquel on estime qu'il n'est pas possible, tout simplement matériellement, stratégiquement, etc., de mener une véritable politique RH. Là, des exemples extrêmement forts. Le Grand Verdun agglomération, c'est peut-être le seul exemple en France, en tout cas à ma connaissance, de gestion d'administration locale unique, véritablement, avec un organigramme unique pour 27 communes, où effectivement on a fait le choix de monter l'ensemble des agents au niveau intercommunal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait le choix de trouver une masse minimale intéressante d'agents âgés. Ça a été aussi le choix des communes nouvelles de l'ensemble de Mauges Communauté que je vous citais, où en fait, ici, on a choisi non pas de confier à l'Interco le soin de gérer les agents, et ça a été vraiment très marquant dans l'étude, mais en fait, on a choisi de laisser aux communes nouvelles le soin de gérer les agents, considérant que c'était la meilleure échelle, en tout cas sur ce territoire-là, mais pour donner à la commune un poids, on a choisi de fusionner les communes entre elles pour arriver là aussi à un niveau minimal d'efficacité. En tout cas, ça a été la réflexion des élus. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les buts recherchés sont analogues: partage, montée en expertise, collaboration, recherche d'un seuil minimum d'efficience et d'efficacité, mais qu'en fait, les réponses ont été différenciées selon le territoire, à la fois les réponses techniques, services communs, prestations de services, etc., que sais-je, il en existe beaucoup, mais également les réponses institutionnelles. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Et on s'est bien gardé au niveau de la DGCF de faire des bons conseils aux élus d'un point de vue institutionnel. On ne se permettrait pas de prôner dans certains territoires la mise en place de communes nouvelles, etc. On n'a pas voulu rentrer sur ce débat. Place aux élus. Il nous semble par contre au niveau technique que la recherche d'un seuil minimal d'efficience serait plutôt intéressant. L'idée, c'est bien de favoriser le partage des enjeux, commune-communauté, et de développer des politiques de gestion des ressources humaines partagées et à la fois ambitieuses pour le territoire. On se rend compte en effet que on le sait, on le ressent, je ne pense plus qu'il y ait de cadre de la fonction publique en commune ou en communauté pour entériner le fait que l'application différenciée par 35 000 ou même plus 35 000 employeurs en France du statut soit une bonne chose. Même quand on compte les syndicats, etc., en fait, on a 46 000 employeurs dans la territoriale en France pour 1,9 million d'agents territoriaux, autant dire donc 46 000 façons d'aborder le statut. C'est encore plus impressionnant, bien évidemment, au sein du bloc local, et on connaît ces disparités au sein des intercommunalités, au sein de nos territoires, où c'est parfois difficile d'avoir entre communes et entre interco et communes un partage des enjeux RH. Alors, il existe des organismes mutualisateurs, on les connaît, centres de gestion notamment, mais il semble difficile, même avec ces organismes-là, d'imaginer des politiques RH ambitieuses sans avoir un seuil minimal d'agents âgés. On connaît les enjeux, je vais vous les passer rapidement. Il nous est demandé une technicité de plus en plus forte au niveau de nos intercos et de nos communes, une recherche d'une meilleure sécurité, la quête en milieu rural d'une plus forte attractivité pour attirer les cadres et les agents. Et c'est sûr qu'une gestion territorialisée amène, ça c'est vraiment le fruit des entretiens, amène une possibilité de spécialiser les agents. L'exemple de Charny aurait puisé était intéressant là-dessus. L'atteinte de seuils critiques, on l'a vu aussi sur un certain nombre d'exemples. La possibilité de créer une marque employeur pour un territoire, pourquoi pas, de développer des parcours professionnels. Il y a d'autres enjeux que l'on connaît bien, la crédibilité vis-à-vis des partenaires, l'application plus homogène et équitable du statut, la façon d'anticiper les difficultés, notamment en matière de reclassement, qui nous sont confrontés, le pilotage de la masse salariale, l'anticipation des besoins de la GPEC, etc., etc. Tout ça, les territoires
que j'ai pu aller visiter ont pu répondre à ces enjeux en collaborant de façon meilleure et en définissant un seuil minimal de gestion des ressources humaines. Vous avez ici quelques verbatims que vous retrouverez dans l'étude de la part d'élus, de la part d'agents techniciens interrogés sur les plus-values qu'ont apporté une gestion territorialisée des ressources humaines. L'idée, j'en arrive aux préconisations pour finir et laisser la place aux questions, c'est vraiment, et ça a été un enjeu très fort, plutôt que de partir d'une posture un petit peu verticale, un petit peu descendante, qui ne sont plus vraiment à la mode au niveau de l'association, avec cette administration locale unique. L'idée, c'est vraiment de laisser le territoire s'organiser pour parvenir au meilleur niveau de gestion. Nous ne sommes pas des élus, nous sommes des techniciens. L'idée, par contre, c'est de préconiser des éléments pour arriver au meilleur niveau de gestion sans aller sur le champ de la décision politique. Alors, quelles ont été les préconisations et les idées? Quels enseignements en tirer? Il y a plusieurs lignes de force qui se dégagent de l'étude. L'idée, c'est vraiment la revanche du pragmatisme. C'est ce qu'on s'est vraiment rendu compte en étudiant ces 9 territoires. Et toutefois, donner des règles et un cadre réglementaire qui pourrait permettre d'améliorer le service public au niveau des ressources humaines en séparant un niveau de gestion qui serait un bon niveau de gestion efficient, et je pense qu'on en a un vrai besoin, de la question du périmètre institutionnel, ne pas rentrer dans cette question. L'administration locale partagée, en fait, c'est pas un périmètre, c'est pas l'interco forcément qui porte, c'est pas une entité administrative, mais c'est un concept de bonne gouvernance pour une bonne mutualisation et une gestion dynamique des RH. La mutu, ce n'est plus un gros mot. On a ancré dans les pratiques une culture territoriale maintenant entre communes et communautés. On est dans le coopératif, on est dans le transversal. Rares sont encore les territoires où les agents des communes et des communautés ne se parlent plus. On pense qu'il faut arrêter les représentations classiques, les modèles uniques et les bonnes pratiques universelles. On se rend compte qu'entre des territoires qui ont choisi des communes nouvelles à grande échelle, d'autres territoires qui ont choisi de conserver leur armature institutionnelle en collaborant par des prestations, on est sur des choses très différenciées, mais qui recherchent le même but. Et puis, par contre, on peut affirmer l'interco, mais avec l'interco au sens large, le bloc local comme moteur de l'expérimentation, la fabrique de solutions, en partage avec les collègues des communes. Donc, l'idée, c'est vraiment allier un modèle rationnel qui peut sembler parfois anxiogène, et puis un projet d'un monde territorial plus coopératif. Donc l'idée vraiment, c'est que l'administration locale partagée est une impérieuse nécessité, on le verra, mais c'est aussi une question de bon sens et de bonne organisation locale. Séparer, j'y reviens souvent, le niveau de gestion efficient de la question du périmètre et vraiment tracer une ligne de démarcation entre l'organisation politique et l'organisation administrative. On a cherché à faire des préconisations qui s'imposent au territoire pour former un peu une colonne vertébrale, mais avec l'idée que chaque territoire s'y inscrit avec des modèles variés et polymorphes. Souplesse, les territoires sont maîtres de leur choix et de leur organisation propre. Chaque territoire doit donc choisir cette organisation et sa temporalité, sachant qu'on a étudié 3 dimensions, un périmètre de gestion qui serait le bon, voilà, à définir, vous allez voir celui qu'on propose, un périmètre stratégique qui pourrait être celui de l'interco, et puis un périmètre d'expertise qui pourrait être confié éventuellement au centre de gestion. On arrive aux 10 préconisations, j'espère que je tiens les temps, a priori oui. La première question qu'on a, ça devrait aller, je me laisse encore 5 bonnes minutes. La notion de seuil critique, c'est vraiment celle qui nous a interpellé le plus. L'idée, c'est que la règle serait non négociable. Voilà, il faut quand même de la règle. Et cette première proposition, ça serait de considérer un seuil plancher, un seuil minimum de gestion des ressources humaines à 50 agents. Alors 50, ça a été pris en référence au comité technique, en deçà duquel il ne pourrait pas y avoir d'employeur public. Alors peu importe après si on est en commune nouvelle, en interco, en commune tout simplement, l'idée serait qu'une
On ne pourrait pas avoir un employeur inférieur à 50 agents. Charge au territoire de s'organiser pour arriver à ce seuil de 50 agents, ce qu'on fait à un certain nombre de territoires illustrés dans les exemples que j'ai donnés. La proposition numéro 2, c'est celle de la souplesse. C'est proposition de laisser libre choix aux collectivités d'en définir le périmètre, définir le nombre et là où les collectivités gestionnaires. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là, il m'a vraiment marqué, Mauges Communauté, donc ces fameux 120 communes regroupées en 6 communes, ont fait le choix de donner aux communes nouvelles le soin de gérer leur personnel, y compris le personnel de l'Interco d'ailleurs, sachant que l'Interco, Mauges Communauté, cette commune d'agglo, ne veut surtout pas gérer de ressources humaines sur son territoire, considérant qu'elle était redevenue une Interco un petit peu originelle, c'est-à-dire une Interco de mission sur le développement éco, sur l'aménagement, etc., et non pas une Interco de gestion, laissant la gestion aussi comme une nouvelle du territoire. Donc voilà, vraiment laisser le libre choix aux collectivités de s'organiser, de définir les périmètres, mais avec ce seuil minimum de 50 agents, en deçà duquel il ne nous semble pas réaliste de mener une politique RH ambitieuse, répondant aux enjeux que j'ai cités tout à l'heure, de sécurité, d'expertise, de mobilité professionnelle, d'évolution des agents, de rémunération, etc. La proposition numéro 3, elle répond aussi à beaucoup d'enjeux relevés par les communautés et les communes. C'est de simplifier un peu les outils et notamment de retenir le service commun qui semble être quand même l'outil le plus intéressant, le plus simple, le plus intégrateur comme outil contractuel unique. Et il serait bon de simplifier les modalités de mutualisation. La DGCL a sorti au mois de juillet un excellent guide des coopérations. Très sincèrement, eux-mêmes, je pense, reconnaissent, le travail d'ailleurs a été excellent, mais eux-mêmes reconnaissent la diversité, la complexité et la sédimentation des différents outils. Il serait peut-être bon de simplifier un petit peu les choses pour sécuriser nos différents outils. La proposition numéro 4, elle rentre dans ce fameux, là on était sur le champ de la gestion, je vais maintenant rentrer sur le champ de la stratégie. La proposition numéro 4, c'est de faire l'Interco vraiment le moteur de l'expérimentation. Et l'idée, et je pense que c'est le fruit effectivement de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, vous l'avez certainement déjà tous fait, je sais qu'il y a quand même pas mal de collègues qui ont bien galéré avec ces LDG, qui sont toujours en train un petit peu de galérer, notamment sur la partie GPEC, et c'est de confier ces lignes directrices de gestion à l'intercommunalité pour l'ensemble du bloc local. Il ne nous semble pas vraiment cohérent le modèle actuel qui confie à tous les employeurs, y compris les plus petits employeurs, le soin de réaliser leurs lignes directrices de gestion, sachant qu'une partie sont gérées au niveau départemental par les centres de gestion. Il y a des vraies incohérences sur ces éléments-là. Et il nous semblerait que la fabrique de lignes de gestion mutualisées avec des règles unifiées au niveau des territoires en matière de promotion interne, d'avancement de grade, etc., serait bien plus lisible pour nos agents et pour nos collectivités, pour nos services RH. Donc l'idée, c'est que les LDG soient réalisés au niveau communautaire comme élément de cadrage, élément stratégique au niveau de la stratégie ressources humaines d'un territoire. L'intercommunalité nous semble être la bonne échelle pour inscrire les ambitions d'une administration locale partagée. Rajouter un volet RH au sein des pactes de gouvernance et des pactes financiers et fiscaux nous semblerait être intéressant, et c'est vraiment le pilier organisationnel. On a le pilier institutionnel avec les pactes de gouvernance, le pilier financier avec les pactes financiers et fiscaux, un pilier organisationnel et RH serait intéressant, et on pourrait solliciter la présentation consolidée obligatoire. Tous les débats entre élus seraient ainsi, pourquoi pas, gommés. Il semblerait intéressant d'avoir une présentation consolidée des effectifs pour toutes les collectivités appartenant au même bloc local et d'en faire une annexe obligatoire de nos documents budgétaires et de nos différents pactes de gouvernance et pactes financiers. Proposition numéro 6, c'est que tout ça soit réalisé au bout de 6 ans et de donner quand même une échéance. Proposition numéro 7, c'est la collaboration entre les cadres et de définir un collectif de DG, donc les DG des communes et communautés, comme instance de pilotage technique des ressources humaines sur le plan local. C'est d'arriver à une espèce de CODIR territorial, comme ça se fait dans beaucoup de territoires où ça fonctionne très bien, notamment sur le plan RH, avec la recherche, notamment de meilleure collaboration, d'éviter les concurrences stériles, la recherche d'harmonisation en matière, pourquoi pas, de régime indemnitaire, de promotion, etc., de mobilité, de recrutement, et d'intégrer l'ensemble des
des cadres communes plus communautés dans cette réflexion. La 8e proposition, c'est d'arriver à, on a parlé du champ de la gestion, du périmètre de gestion, on a parlé du périmètre de la stratégie, on va parler maintenant du périmètre d'expertise. Et il nous semblerait intéressant, on remet ce débat sur la table, mais c'est un éternel débat, de celui de la transformation des centres de gestion départementaux en centres d'expertise. Alors on a parlé au niveau régional, vous avez vu qu'au niveau périmètre, on n'était pas forcément des ayatollahs. Il y a des centres de gestion départementaux qui fonctionnent extrêmement bien. Il y en a d'autres qui mériteraient peut-être d'évoluer en matière d'expertise et eux aussi d'arriver à une masse critique suffisante pour arriver à fournir un bon service et un bon niveau de service aux collectivités. Voilà, le débat est lancé, à suivre. La proposition numéro 9, c'est de faciliter l'inclusion des DGS communaux au sein d'un collectif de DG territorial. On va un peu plus loin que le CODIR que je citais avant. C'est vraiment de faire une obligation d'avoir un comité de direction unique sur un territoire, pas uniquement sur l'aspect RH, mais sur un aspect plus global. Étudier aussi les possibilités de double détachement pour les DG mutualisés. On a toujours ici un manque, un vide juridique à combler pour ces questions de mutualisation et de double détachement. Et enfin, la proposition numéro 10, toujours en matière de collaboration, de montée en expertise, etc., c'est de requalifier, là aussi, de réappuyer la fonction de secrétaire de mairie, là aussi en milieu rural, périurbain, mais pas que. Enfin, c'est une fonction extrêmement importante, c'est un guichet d'entrée pour les politiques communautaires. La reconnaissance d'un diplôme universitaire comme diplôme professionnel pourrait être une piste là aussi intéressante et vraiment faire du secrétaire de mairie, qu'on pourrait appeler dans certains territoires, c'est appelé responsable communal, avec un vrai rôle aussi d'interface avec l'interco, nous semblerait vraiment intéressant à creuser en matière de coopération. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Vous trouverez dans cette dernière slide les 10 propositions qui ont été rendues devant la DGCF. Que je tiens à remercier vraiment pour son soutien. J'ai aussi j'ai été aidé beaucoup par Lita Arnaud, donc consultante associée sur ces questions de mutualisation, que je remercie pour son aide précieuse. Je pense qu'elle nous écoute, donc je me dois de l'assister bien évidemment avec grand plaisir. Voilà, Dominique, j'ai fini. J'étais peut-être un petit peu rapide. Merci. Non, mais je pense que le jeu des questions-réponses là va nous permettre de compléter un certain nombre d'éléments de ta présentation. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur l'onglet là chat questions là qui est sur la droite de votre écran. Alors j'ai un certain nombre de séries de questions. Donc il y en a qui touchent au contexte politique, il y en a qui touchent, je dirais, au rôle des DG ou des collectifs de DG, et puis un autre qui touche aux questions d'évaluation des différents modèles. Mais je commencerai par une qui revient quand même assez souvent. C'est, tu as évoqué toi-même dans ta proposition numéro 8, je crois, que ça pouvait faire débat. Donc, c'est la place des centres de gestion dans ce dispositif d'administration locale partagée. Et on a parlé d'une évolution vers de l'expertise. Donc, vers quel type d'expertise? Et donc, la première question que je te poserai, c'est quelle sera la place qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui changerait beaucoup pour les centres de gestion et qui éviterait les doublons aussi entre ce qui se ferait dans cette administration, ces modèles d'administration locale partagée et les centres de gestion. C'est vrai que la place des centres de gestion, elle a été beaucoup interrogée à ce niveau-là, et on se rend compte que les centres départementaux de gestion ont déjà eu, depuis la loi de 2019, un certain nombre de compétences qui sont de fait un petit peu tombées, notamment au niveau des commissions administratives paritaires. On voit arriver une montée en puissance un petit peu du fait intercommunal, là aussi, sur les lignes directrices de gestion, etc. Donc, leur rôle, je pense, est vraiment à réinterroger au niveau de l'expertise. Il y a beaucoup de centres de gestion, notamment dans les départements les plus ruraux, qui sont devenus de fait moins importants, moins experts que les services des intercos ou des communes qui sont affiliés à ces centres de gestion. Donc, je pense qu'il y a véritablement une notion de périmètre de service à réinterroger, et les centres de gestion pourraient être intéressants en matière d'expertise. J'ai trouvé dommage que sur le chantier des lignes directrices de gestion,
hormis un certain nombre de centres de gestion, je ne souhaite pas faire de confrontation bête et méchante. Il y a des centres de gestion qui sont très bien organisés, qui sont très armés au niveau de l'expertise, les plus importants d'entre eux. Mais il faut bien reconnaître qu'un certain nombre de centres de gestion n'étaient pas armés pour réaliser le chantier des lignes directrices et ont laissé leur collectivité affiliée un petit peu sur le carreau. On pourrait imaginer, moi je suis tout à fait d'accord avec la notion de tiers de confiance que prônent les CDG depuis longtemps. On pourrait imaginer donc qu'il y ait un niveau de gestion qui soit cohérent avec des employeurs à 50 agents. Ça permettrait d'avoir des politiques RH bien adaptées et de reprendre par exemple tout ce qui est gestion de la carrière, gestion du statut, etc. Je ne suis pas sûr que les centres de gestion soient les plus armés et soient le plus simples à faire gérer, à continuer à faire gérer ça au niveau départemental. Par contre, les collectivités auront toujours besoin des problématiques de prévention, des problématiques disciplinaires, des problématiques d'expertise, des problématiques de conseil en orga. J'ai été directeur de centre de gestion. Il y a des chantiers qui sont inexplorés par les CDG ou mal explorés, ou en tout cas explorés par les plus importants d'entre eux, je vais y revenir, mais qui sont notamment ces problématiques d'organisation, ces problématiques de management, ces problématiques d'accompagnement, de team building, etc. C'est des chantiers extrêmement intéressants et les centres de gestion pourraient s'en saisir, mais pour ça, ils doivent augmenter en expertise et de fait, je pense, prendre là aussi, eux, une taille plus intéressante, laisser quelques missions de côté et puis en acquérir d'autres. D'accord, merci. Une question qui touche justement au modèle le plus opérant ou le moins opérant ou aux écueils éventuellement à éviter. C'est-à-dire que là, tu as évoqué un certain nombre de sujets qui fonctionnaient bien ou qui se sont adaptés en fonction des circonstances, etc. Est-ce que dans les rencontres que tu as faites, il y a des choses qui sont apparues sur des écueils absolument à éviter quand on se lance dans une démarche comme ça, dans une expérience comme ça? Alors, la patience, c'est pas une de mes qualités premières. La patience, la bonne compréhension avec l'autre, éviter voilà ces modèles qui plaqueraient un peu des solutions toutes faites sur des territoires. Avec, on l'a vu parfois, des intercos qui ont essayé de passer un petit peu en force. Je pense que maintenant on est davantage mûr pour avoir des solutions beaucoup plus collaboratives, beaucoup plus partagées. En tout cas, tous les territoires qui ont fonctionné sur la durée. Voilà, quand je dis Verdun, Charny, etc. Alors, il y a peut-être un contre-exemple avec Mauges Communauté où ils ont été très très vite pour faire leur commune nouvelle. Mais ils m'ont dit c'est le fruit d'une culture collaborative extrêmement ancrée dans le territoire. Et donc, je pense que j'avais affaire devant moi à des élus et des cadres déjà qui étaient des artisans de la qualité, là, je me rappelle, mais vraiment des artisans du territoire qui prenaient cette vision, non pas politicienne, mais qui prenaient un peu cette vision collaborative extrêmement forte. Ça a été, j'ai trouvé dans ces 9 territoires-là, malgré parfois les vicissitudes politiques, hein, c'est des territoires qui ont tous connu des alternances, etc. Voilà, parfois assez violentes, mais en tout cas, il y avait une vision assez constante de l'idée de la bonne organisation du bloc local et de la recherche vraiment d'efficacité managériale, de bons liens entre communes et communautés pour arriver à une gestion efficiente. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Donc, pas forcément. Donc, l'écueil, ça serait effectivement le manque de patience. D'accord. Et quid du contexte, des questions qui reviennent aussi là-dessus, sur le quid du contexte politique, donc qui favorise à un moment ce passage à l'administration locale partagée, ou qui peut le bloquer. On voit en ce moment, autour de moi, dans certains territoires, on remet en cause la mutualisation, c'est-à-dire qu'on démutualise. Donc, quid d'un changement politique par rapport à ces modèles-là? Là, tu as évoqué de la continuité sur un certain nombre de territoires. Donc, c'est quoi les éléments de réussite politique, là aussi, pour qu'il y ait continuité? Là aussi, c'est des questions d'adhésion, de bon sens, de travail sur la durée. Beaucoup de territoires que j'ai interrogés ont connu, à un moment ou à un autre, y compris dans l'histoire toute récente, des bouleversements politiques assez violents, des mouvements de bascule, mais aucun territoire n'a remis en cause les choix qui avaient été effectués en matière de collaboration entre communes et communautés, en matière d'organisation, etc. Je n'ai pas connu dans ces 9 territoires-là
de cassure très forte au niveau des choix organisationnels. Et je crois que la sagesse de ces territoires, ça a été de différencier les choix organisationnels des choix institutionnels. Voilà, me semble-t-il. Hein. Et en tout cas, quand les choix institutionnels ont été faits, comme à Charny par exemple, ça a été au bout de 10-15 ans de pratique de la mutualisation. Donc tout le monde était assez convaincu du modèle. Voilà. Et donc, je crois que les élus de tous bords ont considéré que les choix de gestion et organisationnels qui avaient été faits étaient des choix de bon sens, étaient des choix dépolitisés, entre guillemets. Me semble-t-il. Ok. Une question qui se pose, tu vois, on a parlé beaucoup de communes, d'intercommunalités, communes nouvelles. Il y a des collègues là qui participent au webinaire et qui font partie de structures intercommunales aussi, mais qui ne sont pas donc ils sont soit des syndicats, soit des parcs naturels, etc. Quid de l'intégration de ce type de structure dans cette réflexion? C'est une excellente question. Je pense que là aussi, effectivement, le seuil de 50 agents paraît être intéressant. Après, avoir libre choix au territoire de s'organiser, de savoir qui porte effectivement la politique RH. Donc après, au niveau syndical, ça pourrait être effectivement, pourquoi pas confié à une des intercos membres. L'idée pour nous, c'était vraiment de se baser sur un modèle de gestion efficiente. Voilà, pour arriver à définir un périmètre de gestion intéressant. Donc après, effectivement, un syndicat peut très très bien confier sa politique des ressources humaines à un de ses membres, si tant est qu'on considère que l'organisation est la meilleure pour assurer une gestion efficiente des ressources humaines, pour le bien des agents et pour le bien des collectivités. Ok. Une question que j'évoquais en début du débat, là, sur, en fait, là, tu as regardé ce qui s'est passé dans un certain nombre de territoires qui s'étaient donné des objectifs. Quid de l'évaluation par rapport à ces objectifs-là? C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que chacun se pose la question, quand on cherche d'efficience, on recherche de la qualité de vie pour les agents, etc. Est-ce qu'il y a eu des dispositifs d'évaluation et quid du lien avec le schéma de mutualisation qui existe sur certains territoires? Alors, pour ce qui est des schémas de mutualisation, enfin, je vais répondre pour la seconde partie de la question. Là c'est compliqué parce que c'est vrai que ces schémas de mutu ont été un peu battus en brèche par les différentes évolutions de la loi NOTRe, etc. Alors, il y a certains territoires où effectivement le schéma de mutualisation répond et puis ils ont mis en œuvre effectivement les préconisations qui étaient contenues au sein du schéma et certains territoires passent maintenant à l'évaluation du schéma de mutu. Sincèrement, alors on a peu de recul. Soit certains territoires ont poussé très très loin le système, ce qui fait que maintenant il devient difficile à évaluer entre les évolutions loi NOTRe, les problématiques de contraintes économiques, etc. Mais en fait, ils ont poussé très très loin le modèle, donc on peut considérer qu'il est viable. Je peux penser à Verdun, à Charny, etc. D'autres, le modèle est tout frais et ils lancent les premières évaluations. Mais en tout cas, l'ensemble de ces territoires poursuit, y compris ceux qui ont eu des changements politiques en 2014, puis pour certains en 2020, poursuivent dans cette veine-là. Mais je connais peu de territoires qui ont mené des réelles évaluations. D'accord. Il y a une sous-question sous l'évaluation financière qui a été posée par un participant là sur le fait de le risque en fait comment dire d'alignement vers le haut du régime indemnitaire dans ces dispositifs-là et les problématiques que ça peut poser à des territoires qui n'ont pas les capacités financières je dirais, à absorber cette évolution vers le haut. Oui, alors je pense que l'alignement sur le maximum est peut-être moins à la mode qu'avant, mais bon, ça c'est facile à dire. Après, je pense qu'il faut réfléchir en matière de prospective et de façon plus globale. Je dis pas que arriver à des administrations locales partagées ou unifiées soit moins coûteux. Au contraire, mais je pense qu'il faut prendre un ensemble de facteurs. Et je pense que les facteurs de rémunération c'en est une. Les facteurs de rationalisation des postes, c'est une autre dimension qu'il faut sûrement prendre en compte. Les facteurs de montée après en expertise, de meilleure efficacité des dossiers, de meilleur accès à des financements parce qu'on a des meilleures capacités d'expertise sur le territoire. Ça pourrait aussi chiffrer. C'est pareil, il y a des territoires qui se sont lancés par le biais de ces politiques-là dans des véritables courses à l'efficience, au CIF, etc. C'est par exemple Verdun. Donc, Verdun a fait une administration locale unifiée extrêmement forte et on a retiré aussi des recettes complémentaires
par une meilleure organisation, par une recherche d'optimisation de la DGF, par un meilleur accès à des financements extérieurs. Donc l'un dans l'autre, c'est compliqué effectivement de pouvoir. Mais j'entends ces remarques-là. Ok Mathieu, je vois qu'on arrive à la fin du temps, hein. C'était ça qu'on s'était donné, non? C'était jusqu'à moins le quart, en gros, c'était ce qu'on. On va prendre une dernière question, peut-être, qui pose la question de la proximité de la gestion des agents. En fait, la représentation, enfin, des différentes, la direction RH unique, comment elle est organisée pour être au plus près des agents des communes quand on est sur des tailles importantes, etc., pour assurer aussi cette proximité aux besoins, notamment sur des questions, par exemple, de formation, sur des questions liées propres à la carrière individuelle des agents, etc. Et comment ça a été géré, ça, cette question de la proximité aux agents? Là aussi, ça dépend énormément des choix qui ont été effectués dans les territoires. Alors, c'est sûr que certains ensembles ont choisi de faire gérer, on peut penser à Verdun, par exemple, en administration locale unifiée avec un seul service RH au niveau de la ville-centre. On peut peut-être considérer que c'est une perte de proximité pour certaines communes. Et encore, moi, la proximité, je pense que c'est quand même un concept qu'il faut réinterroger. Je pense que des agents qui sont employés en commune rurale, dont le seul accès à la RH, c'est soit le site internet du CNFPT, soit le centre de gestion, dont certains refusent de répondre aux agents, on n'est pas vraiment dans la proximité. Et certains employeurs locaux, en créant des vrais services RH au niveau des intercos, pour moi, ont redonné une vraie proximité aux agents. Donc la réponse n'est pas si simple que ça. Bon, par contre, après, certains ont choisi, par exemple, de créer des services RH uniques au niveau de l'interco. Ça peut être un choix. Et on crée des systèmes de référents au sein des communes membres. Il y a d'autres territoires qui se sont organisés différemment en laissant aux communes le soin de gérer leurs agences, ce qui est tout à fait logique et légitime, mais par contre en essayant donc de conserver cette proximité. Voilà, là aussi les réponses sont multiples en fonction des territoires. Les référents RH sont quand même un outil qui est fortement utilisé. Et puis, on voit bien le développement, là aussi, d'applis dédiés aux agents, avec la possibilité pour leurs agents d'accéder à leurs dossiers sur smartphone, etc. Il y a des collectivités qui commencent à se lancer dans ce type d'outils, là aussi, collaboratifs, ouverts aux agents, avec toutes les nouvelles dimensions du 3.0. Ok, merci Mathieu pour ces réponses et puis ta présentation. Il y avait une question qui était posée sur la diffusion du diaporama. Je pense qu'on le fera via le site, hein, c'est ce qu'on avait prévu, non? Pas de problème. Hein, et puis l'étude de toute façon est aussi en ligne, hein, sur le site de la DGCF. Donc moi je voudrais en conclusion dire que cette présentation, en fait, ce n'est pas une fin, hein, c'est plutôt je dirais le début du débat qui s'ouvre entre nous. Je pense que on a aussi beaucoup de matière, les échanges, les pratiques différentes sur les territoires, et plus on a bien évolué entre un modèle unifié et un modèle, je dirais, adaptable aux différents, tu l'as très bien dit Mathieu. Nous, c'est un document aussi qui va nous être très utile aussi pour discuter aussi avec les représentants du gouvernement. Hein. Ce document va être adressé au cabinet de Jacqueline Gouraud dans le cadre de la discussion qu'on a sur la loi 4D. Et bien sûr, il sera toujours au cœur de nos débats au sein de notre réseau de la DGCF. Donc, quels que soient les lieux de nos discussions, et ce qu'on souhaite le plus vite possible en présentiel et le plus vite possible aux universités d'été, aux grands bornants. Voilà, merci à vous pour merci à toi Mathieu, merci à Veka pour l'organisation, et puis je vous dis à tous et à toutes à très très bientôt à la DGCF ou ailleurs. Merci. Merci beaucoup.